Son père a été soldat de Napoléon. Donc, et c'était la grande histoire de sa vie, bien sûr. Et donc, Louis Pasteur a été élevé dans la grandeur de la France. Donc, le grand patriotisme et tout ça, premier élément. Deuxième élément, quand il quitte l'armée après Waterloo, il reprend le métier de sa famille, c'est-à-dire tanneur. Donc, il s'occupe des peaux. Il prend les peaux des animaux morts et puis il leur fait toutes sortes de subir d'opérations pour que ces peaux deviennent, pour faire tout ce qu'on peut imaginer, ce qu'on fait avec des peaux, des vêtements, des sacs, etc., etc. Et donc on imagine très très bien, j'ai été à Dole où il vivait d'abord, et puis ensuite à Arbois, et on imagine très bien le petit Pasteur courant derrière son père qui fait subir aux peaux toutes sortes d'opérations. Et c'est évidemment avec des opérations assez fascinantes, mais qui sentent très mauvais. Et puis, parce qu'on rejette les viscères des animaux et lui boucher pas loin à qui il achète les peaux, dans le canal devant. Donc on peut imaginer qu'à la fois il est fasciné parce que c'est à la fois... Enfin, on redonne vie à quelque chose qui est mort. On redonne vie à la peau d'un animal mort. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est le mariage. Parce qu'il est jeune professeur, son premier poste prof d'université, et il va à Strasbourg. Et le recteur de l'université a 3 filles, dont une est déjà mariée, donc il en reste 2 à marier. Donc tous les dimanches soirs, il invite tous les jeunes professeurs pour qu'ils rencontrent les filles. Et alors lui, il est invité, et le lendemain, il écrit au recteur, en disant qu'il va bientôt recevoir une demande en mariage. Mais on ne sait pas de laquelle des 2. Et il y a une sorte de mystère, on ne sait pas laquelle des 2. C'est quand même formidable. Et donc, finalement, c'est Marie, une des 2, qui, honnêtement, n'est pas la plus belle, mais qui le fait mariner un peu quand même pendant un mois. Alors, il pleure, parce qu'il pleure, lui. Il rit pas, mais il pleure. Dès qu'il ne va pas, il pleure. Et donc, finalement, il dit oui, et ça va être la campagne inouïe de toutes les minutes, de toutes les batailles, de toutes les présences, de tous les drames, de toutes les gloires. Personne inouïe, toute sa vie est là. Le titre que j'ai choisi, donc La vie, la mort, la vie, s'explique de la manière suivante. Peu de savants ont passé autant de temps et avec autant de succès pour expliquer la vie, les mécanismes de la vie. Parce que jusqu'à lui, on disait force vitale. On ne savait pas trop, mystérieux, tout ça. Lui, elle a montré comment ça fonctionnait. Donc la vie. Et comme si la mort était jalouse de toutes ses conquêtes sur la vie, la mort l'a frappé sans arrêt, cruellement. C'est-à-dire ses sœurs, qui sont mortes toutes les 2 avant 27 ans, sa mère très très tôt, son père assez rapidement, et surtout sur 5 enfants qu'il adorait, parce que c'est un personnage à la fois froid et incroyablement chaleureux. Et sur 5 enfants, il a perdu une petite fille à 2 ans, une petite fille à 9 ans et une petite fille à 12 ans. Les 3 de maladie. Et donc la Marie était là pour le tenir parce qu'il était ravagé. En plus, il a eu un premier AVC à 46 ans, un deuxième AVC 15 ans après. À chaque fois, il était quasiment paralysé. Rééducation, rééducation, rééducation sans arrêt. Donc une vaillance invraisemblable. Marie était là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, personnage absolument admirable. Et s'il n'y a pas le père, il n'y a pas Pasteur. Mais s'il n'y a pas Marie, il n'y a pas Pasteur non plus. Donc c'est au fond ce qui me bouleverse le plus dans cette affaire, c'est la continuité. Parce que quand il réussit à mettre au point ce vaccin contre la rage, ce traitement contre la rage, il communique cette grande nouvelle mi-octobre, alors qu'il avait commencé le traitement en juillet 1885. Et donc il annonce ça. Immédiatement, c'est dans le monde entier, on s'émerveille parce que peu de gens, au fond, mouraient de la rage. Ce n'est pas du tout la peste ou la tuberculose, mais c'était mythique, c'était l'ennemi du genre humain et des animaux. Et donc, c'est le vainqueur. Donc,
Une personne arrive le lendemain, puis 10 le surlendemain, puis 100. Donc il ne peut pas les soigner. Il a un tout petit labo, il ne peut pas les soigner. Donc il se dit, il faut que je crée une institution, ça sera l'Institut Pasteur. Donc il fait appel aux dons privés qui viennent du monde entier, du tsar de Russie, de l'empereur du Brésil, du monde entier, des petits, des grands. Et puis il crée en 3 ans, il crée l'Institut Pasteur, 1888, et donc il commence à soigner, à continuer la recherche et à transmettre. Donc la vie continue, et aujourd'hui, ça on est en 1888, aujourd'hui, l'Institut Pasteur compte 5000 chercheurs dans le monde entier, 32 centres, et il est au premier rang notamment de la lutte contre Ebola, par exemple, maladie infectieuse, mais aussi des recherches quasiment fondamentales avec ce qu'on appelle le macrobiote, c'est-à-dire toute la faune intestinale. Et vous savez qu'on est en train de faire des tas de recherches dans ce domaine-là, et on est en train de découvrir qu'il y a des liens très étroits entre tout ce qui se passe dans l'estomac et tout ce qui se passe au cerveau. Il a déjà eu quelques résultats scientifiques sérieux. Donc à 30 ans, il est nommé le recteur de l'université de Lille qu'on vient de créer. Et il arrive et il voit que les brasseurs, ceux qui fabriquent la bière, ont des tas de problèmes parce que dans certains cas, la bière sent mauvais, elle n'est pas bonne et tout ça. Et donc, à la stupéfaction des industriels, il va dans les usines, il va dans les brasseries et il passe son temps à prélever dans les cuves des petits parties de bière et il regarde ce qui se passe. Et puis il voit que quand la fermentation se passe mal, il y a des petits filaments qui ne sont pas dans les autres. On dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, il va faire ces découvertes absolument clés que chaque fermentation et chaque dérive de la fermentation est due à un agent particulier. Ce n'est pas une force générale comme ça, un peu mystérieuse, encore une fois, qui était là. Et donc, c'est à chaque fois soit un petit champignon, soit une bactérie. Parce que ça, c'est la grande bataille. C'est-à-dire, comme tous les agents de la fermentation, les agents bienfaisants, mais aussi les agents malfaisants des maladies, sont liés à des microbes. Ce qu'on ne pensait pas. Donc, il faut repérer la bactérie et surtout se protéger de la bactérie. Alors, il y en a... Et c'est pour ça que les médecins vont le détester, puisqu'il leur met le nez dans leur inefficacité. Et que jamais les médecins, en tout cas jamais les chirurgiens, n'ont été aussi mauvais, aussi meurtriers qu'à cette période. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient des grands progrès en technique, mais ils passaient directement des salles de dissection de cadavres à l'opération. Donc ils avaient des taux de mortalité dans la moindre opération, mais de 90%. Donc, et lui, Pasteur, et quelques autres au début, ils disaient, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et comme ils refusaient, parce qu'ils étaient modernes, les chirurgiens de ce cas-là, et donc ils disaient, ben, on ne va pas faire comme avant, donc on ne cautérise pas, etc. Toutes ces choses-là, ils refusaient, comme des techniques du Moyen-Âge. Donc il y avait des taux de mortalité inouïs. C'est là où il y aura, vous savez, le docteur Semmelweis, sur lequel Céline a fait sa thèse, mais il y aura aussi le grand chirurgien d'Édimbourg, Lister, qui soutiendra Pasteur, alors que tous les médecins seront contre lui et l'appelleront le chimiatre. Parce que c'est les médecins qui doivent s'occuper de médecine. Et ce qui est formidable avec Pasteur aussi, autre leçon de Pasteur, c'est que pour comprendre les choses, il ne faut pas seulement être spécialiste. Il faut faire de la chimie, il faut faire de la physique, il faut faire évidemment de la biologie, il faut faire etc. etc. Donc vous voyez, ça c'est aussi une nouveauté. Donc ce n'est pas seulement sciences fondamentales, mais c'est sciences appliquées. Ce n'est pas seulement le public, mais c'est aussi le privé. Et ce n'est pas seulement une discipline, mais c'est toutes les disciplines pour comprendre le mécanisme du vivant. Moi, j'ai été passionné par toutes ces leçons. C'est exactement comme ici, il y avait un meurtre, un serial killer. Il va sur le terrain et il dit, bon, qui est responsable de la mort de tous ces vers à soie, ou de toutes ces poules, ou de toutes ces vaches? Donc il va et puis il repère quel est l'agent, quel est le serial killer. Il va sur place et il voit comment ça se passe. Il voit pourquoi dans le sol, comment c'est transmis par le sol. Est-ce que ça ne serait pas les vers de terre, enfin chez Sherlock Holmes.
on peut dire, si on est gentil, que cette reconnaissance lui servait à avoir des fonds pour ses labos. Ce qui est vrai. C'est-à-dire, s'il n'avait pas eu cette gloire mondiale, il n'aurait pas, en aussi peu de temps, créé l'Institut Pasteur. C'est vrai que c'était nécessaire. Mais il avait une sorte de très très haute idée de lui-même. Et il a fait... il a sans arrêt travaillé à sa gloire. Comme on dit, il a de son vivant construit son tombeau. Et donc, et je cite une lettre formidable qu'on trouve à Dole où il écrit à un photographe en disant que le portrait qu'il a tiré de lui n'est pas formidable. Et que ses proches ont dit qu'il avait le menton trop fort, etc. Que donc il se met à sa disposition pour refaire un cliché. Par exemple, il ne serre jamais les mains, puisqu'il sait que tout... Donc, ce n'est pas le genre à rouler une pelle tout de suite. Et là, il ne serre pas les mains. Alors, il ne rit pas. Il rit pas. Alors, je me suis demandé pourquoi il ne riait pas. Alors, j'ai conclu en disant parce que le rire est contagieux. Alors, j'étais content. J'étais content. Vous savez, alors, quand on est écrivain, vous êtes là, votre petite chambrette, machin, etc. Puis il dit, pourquoi il ne rit pas? Pourquoi il rit pas? Est-ce que ça ne serait pas parce que le rire est contagieux? Alors là, roi du monde. Mais enfin, il faut faire la page d'après. C'est ça l'affaire. Et donc, il est quand même, c'est pas un grand rigolo, non, mais en même temps, donc, il est là, il est austère, il est exigeant, tous les meilleurs chercheurs du monde entier sont venus pour travailler avec lui, et aucun n'est parti. Jamais, aucune rupture. Parce qu'il était tellement fasciné par toute cette aventure à laquelle il participait, que tout ça emportait tout. Et ils sont restés pasteuriens. Et vraiment, on les voit encore aujourd'hui, les jeunes, ils disent on est pasteuriens. Vraiment, François Jacob, il me disait qu'est-ce que tu es? Je suis pasteurien. C'est-à-dire, c'est les héritiers de Pasteur. Cet élément, c'est émouvant parce que cette continuité, parce qu'il y a eu des tas de savants. Il y a eu des instituts qui ont été créés. Mais cet institut qui continue à la fois à soigner la recherche et à transmettre, dans tous ces pays, aucun exemple. Oui.